On va commencer par qui allait Nico. Nico, c'est quoi ton flop de la semaine à toi? Mon flop, moi, c'est Monaco, qui a Ouh. encore fait un piètre match nul à domicile contre Lorient, 2-2. En plus, une égalisation à la 95e par Thiemo Bakayoko, l'ancien de la maison. Donc ça, c'est bien pour lui. Par contre, pour la SM, c'est pas bon. C'est vrai, ils auraient même pu perdre. Hein. Ils auraient même Ils pu auraient pu perdre parce qu'ils étaient perdre. menés au score très vite. Ouais, ouais, non, absolument. Et le problème, c'est que ça fait plusieurs matchs à domicile où les Monégasques perdent des points dans la course à la Ligue des Champions. C'est vraiment regrettable pour eux. Je pense que s'ils avaient eu plus de régularité, ils auraient pu largement être deuxième. Il n'y aurait pas eu de débat, voire peut-être titiller le PSG, parce qu'ils ont quand même une bonne équipe. Je pense que voilà, il y a aussi les contre-performances contre Le Havre. À domicile, ils ont perdu énormément de points, les Monégasques, cette saison. Et c'est vraiment, je pense, le point faible de cette équipe cette année. En tout cas, le côté négatif, c'est de perdre autant de points à la maison et qui plus est contre des équipes qui jouent le maintien, comme Lorient, comme Le Havre, comme Strasbourg. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui devrait avoir beaucoup plus de points que ça. Et c'est dommage parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y a Adi Hutter qui est quand même un très bon entraîneur. Et je pense que je ne sais pas si c'est un manque de rigueur. Je pense que c'est surtout le mental aussi, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils encaissent des buts en fin de match en plus. Donc voilà, c'est un petit peu mon flop et je trouve ça dommage pour cette équipe qui pourrait aller un peu plus haut que ça. Ok. Du coup, d'ailleurs, Monaco se retrouve un peu sous la menace du LOSC. Voilà, il y a 3 points d'écart. Pareil, Nice est à 3 points d'écart. C'est J'ai un ouais, mal fou, j'ai un mal fou à croire que Brest va aller jusqu'au bout et va se qualifier en Ligue des Champions, mais c'est vrai que si Là, j'ai du mal Monaco aussi. et Nice continuent à lâcher les points, ça va finir par le faire. Hein. pour l'instant, Brest a 4 points. 4 points d'avance sur bah, la première place non Ligue des Non, Championnables. en Ligue des Champions. Mais, Ouais, J'ai ouais, c'est presque envie de dire incroyable. que Brest, il profite un petit peu un peu comme le PSG à leur échelle à eux, c'est-à-dire qu'ils profitent des mauvais pas, des faux pas des autres sans Et aller avec un rythme effréné. Bon, pour eux, c'est un gros rythme, mais ça fait plusieurs fois, ça fait, je crois, 2 matchs nuls d'affilée, et ils arrivent quand même à rester deuxième parce que derrière, ça ne suit pas. Ça gagne pas. J'ai découvert un petit chiffre que je n'ai vu commenté par aucun commentateur de la Ligue 1, qui est que Brest, en fait, c'est la meilleure défense de Ligue 1. C'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts en Ligue 1 Brest. Bah, On n'arrêtait pas de louer on n'arrêtait pas de louer pendant des mois la défense de Nice. En fait, c'est Brest la meilleure défense de Ligue 1. ils sont ex aequo. C'est 20 et 20. Mais oui, C'est oui, t'as 20 raison. ans, ouais. Mais t'as raison. Hein. Enfin, Et franchement, c'est après, honnêtement, ces stats, ils ont pas ces une stats défense. n'ont jamais été mises en valeur. On a toujours salué c'est sûr. le fighting spirit des Brestois, mais jamais leur qualité défensive, en fait. Et leur C'est jeu ouais. aussi, hein, quand C'est même. surtout Leur jeu, quand le, même, qui est pas mal. c'est surtout le milieu de terrain à Brest qu'on met en avant, notamment avec Ouais, l'histoire, l'équipe de France, Pierre Bien Lesmelou, sûr. Madi ouais, Camara. c'est ça. Mais c'est vrai qu'en défense, et puis ils ont aussi un défenseur qui s'appelle Chardonnay, qui est pas le plus connu, mais c'est quand même quelqu'un. C'est un peu comme Grady à Lens, quoi. C'est un peu un pilier de cette équipe. Et puis ils ont Marco Bizot aussi, qu'on parle très peu, mais qui a été appelé en sélection néerlandaise, donc c'est pas pour rien. C'est un très bon gardien aussi de Ouais, notre Ligue 1. Et c'est une voilà, quoi. super défense et c'est pas assez souligné. Ça n'avait pas été vu jusqu'alors. Et Brest, super défense, mais il n'y a pas de secret. Quand tu as une super défense, tu vas voir en Ligue 1. Non, c'est clair, c'est clair, c'est Et clair. pour en revenir rapidement à Monaco, ils n'ont pas gagné, donc pour illustrer le propos de Nico, ils n'ont pas gagné depuis le 3 décembre à la maison quand même. C'est vrai que c'est Ça commence à incroyable. faire. Ouais. Et aussi, là, c'est un truc que j'ai découvert, c'était incroyable. C'est qu'en fait, le match de ce week-end a été le copier-coller du match aller. Ça, qu'au match aller, il y a eu 2 partout. Mhm. Lorient a égalisé à la 98e minute par Fèvre. Et je vous le donne en le 1000. Où est formé Romain Fèvre? Bah, Ah ouais, d'accord. Monaco. Eh ben, à Monaco, bien évidemment. Comme Bakayoko. Enfin, où est formé, où il a joué avant. Voilà. Donc, Ok. sur ce match-là, c'était assez incroyable. C'était vraiment copier-coller En plus, je crois que le premier but ressemble étrangement, je crois, au premier but au match aller. Donc, voilà. Ok, très bien. D'ailleurs, juste voilà, pour vous poser la petite question qui va bien et pour terminer avec Monaco. Bref, dans la bataille Brest, Monaco, Lille, Nice, on peut inclure aussi Lens.
peut-être Marseille, mais là, ça commence à faire un poil détaché. Et encore, quoique, rien n'est impossible. Mais qui va aller en Ligue des Champions là, dans tout ça? Bon, déjà, je pense qu'il y aura le LOSC. Je l'annonce Mhm. depuis le début de saison et je persiste et signe. Je pense que le LOSC sera dans les trois. Et après, Dans les va trois falloir en aller dessous du chercher. PSG. Ouais, voilà, dans les Ouais. trois. Et donc, il va falloir aller chercher Brest, hein. S'ils veulent pas que Brest prenne cette place en Ligue des Champions, il va falloir que Monaco, je pense. Monaco est le favori pour prendre la troisième place en Ligue des Champions, mais moi, je verrais du coup PSG, Monaco, Lille. Je sais pas dans quel ordre. PSG, Lille, Monaco, peut-être, Et, la fin du championnat. et qui est en barrage? En 16e, tu veux dire? En 17e? Non, en barrage, non, en quatrième, qui va en barrage de Ligue des Champions. Ah, Le en quatrième, quatrième. ouais. Le quatrième, bah, du coup, Brest, probablement, hein. Ok. On croit toujours à Probablement Brest. reversé en Europa League d'ailleurs, derrière. Voilà, voilà. C'est terrible à dire, mais je ne sais pas, enfin, vous, ce que vous en pensez, mais moi, cette équipe de Brest, je la trouve enthousiasmante, pardon. Je la Ouais. trouve brillante. Éric Roy, je trouve que c'est un super entraîneur, en plus, assez modeste. Ça travaille, ça parle pas, on dit pas un Faut mot. venir le mettre. Ça travaille ça, sur le terrain. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que pour le foot français, ce ne serait pas une bonne nouvelle. C'est une Parce catastrophe. que moi, s'ils font une Leicester et qu'ils arrivent en huitième de finale Ligue des Champions, mais allez-y, je signe. Malheureusement, je ne vois pas ça arriver. On a vu Lens cette année, comme c'était compliqué déjà de gagner un ou deux matchs. On l'a vu contre le PSV Eindhoven, où ils ont pris 1 point sur 6 contre l'équipe plus faible du groupe. Donc, c'est un niveau tellement au-dessus que j'ai un peu peur pour le Brestois, en fait. Ouais. Non, Moi, je suis pas forcément d'accord parce que je trouve c'est dans la logique des choses. Chaque année, ou même, on va dire toutes les 2 ans, il y a une équipe qui sort un peu du lot. En Allemagne, il y avait eu Hoffenheim à l'époque. L'Union Berlin. Là, il va y Berlin. avoir Gérone. En Italie, on pourrait peut-être à Bologne. Donc voilà. Après, il y aura Stuttgart cette année en Allemagne encore. voilà, Stuttgart. Après, le J'ai problème, l'impression qu'ils ont plus de moyens quand même. Stuttgart va quand même avoir plus de moyens pour recruter, je pense. ouais, mais bon, il y a en termes de moyens, c'est pas forcément à ce niveau-là que ça se joue forcément. Donc après, moi, là où j'ai entre guillemets peur pour eux, c'est le fait que, voilà, un peu comme Toulouse cette année, Ouais, ça, d'après le toi. fait de jouer la Coupe d'Europe, ça va peut-être les desservir. Parce que c'est un peu comme Lens l'an dernier, c'est une équipe où tout réussit. Et voilà, et ça risque d'être compliqué pour se maintenir en Ligue 1. Maintenant, on verra bien. Voilà. Après, c'est pas fini. Monaco peut se réveiller, enfin se réveiller. On va dire accélérer. Lille, pareil. Il y a Lens qui est pas loin. Rennes aussi. Ouais, Nice. Voilà quoi. Puis il y a Marseille, Marseille, je ouais. sais pas. Enfin, Ça va être un Nice, peu court Nice, pour peuvent aussi- Marseille. Mais... Nice, c'est pas si loin non plus. Ils ont gagné. Ils peuvent peut-être remettre une dynamique en place, je sais pas. Oui, Nice, ça peut le faire. Mais... Ah, mais Nice, Mais ça va être passionnant, en tout cas. ils ont les mêmes points que le LOSC, qui sont à 3 points de Monaco. Enfin, genre, en fait, c'est la bataille resserrée. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Ok, enchaînons. Et on enchaîne. Bah, vas-y, par toi, David. C'est quoi ton flop de la semaine à toi? Justement, ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Moi, mon flop de la semaine, je voulais souligner la mauvaise défense du PSG qui nous a pas sorti une clean sheet depuis une éternité. C'est-à-dire que c'est le PSG encaisse des buts à chaque match. Et évidemment, c'est très inquiétant alors qu'on va s'attaquer à la face nord de l'Everest, c'est-à-dire au quart de finale de la Ligue des Champions. Une défense aussi faible qui encaisse des buts à chaque match, ça me pose un problème. Donc voilà, c'est un flop un peu, pas spécifiquement de cette semaine, mais enfin encore cette semaine, confirmation de cette fébrilité défensive avec, on mène 2-0 à Montpellier et paf, 2-2 à la mi-temps, quoi. C'est quand même incroyable de toujours se prendre des buts, se faire remonter, surtout quand tu ouvres le score et tu domines tranquillement ton match. Mais c'est une équipe qui n'aime pas défendre. Et puis, notamment, je vais cibler un joueur en particulier, Beraldo, la jeune recrue Beraldo, que Luis Enrique passe son temps à encenser. Moi, ce joueur-là, je le trouve pas bon. Il s'est pris un but plein axe contre Reims, grand plein axe, étant incapable de stopper son attaquant vis-à-vis. C'est un défenseur central que je trouve très très en dessous de la plupart des défenseurs centraux du top 5 du championnat de France. Je pense que dans n'importe quelle équipe qu'on vient de citer, Brest, Lille, Nice, Monaco, il y a des meilleurs défenseurs centraux que Beraldo.
Et cette défense du PSG, bah ouais, à l'approche d'écart, elle Après, est-ce inquiète. qu'il n'est pas aussi là, entre guillemets, pour dépanner? Parce que tu as quand même Marquinhos qui est blessé, tu as Bien sûr. Skriniar qui est blessé. Je pense que le jour où Skriniar est quand même de retour, à mon avis, Beraldo va sur le banc. Il y a Nuno Mendes qui revient bien en plus. Il y aura Lucas Hernandez qui peut dépanner. Donc, est-ce que c'est peut-être pas un choix aussi pour le faire progresser, puis surtout pour dépanner, quoi? Si, non, mais bien sûr, c'est la blessure de Skriniar qui l'envoie dans le 11, mais plus Marquinhos qui était un peu touché aussi ces derniers temps. Mais il n'empêche que le PSG n'a pas encore trouvé une formule défensive solide comme du rock. Loin s'en faut. Et le fait qu'il non, juste le fait qu'il préfère vraiment Beraldo à, par exemple, Lucas Hernandez en défenseur central, Hein. tu trouves ça normal? Tu trouves ça... Non, c'est pas normal. Après, Lucas Hernandez, ça n'a pas non plus été l'assurance tout risque quand il a joué en défense centrale. Mhm. À gauche, il a dépanné, mais on voit bien que Nuno Mendes est quand même vraiment bien plus fort en tant que latéral que lui sur le côté gauche. Donc là, ben, Skriniar va remettre un peu de muscle dans l'axe de la défense, mais en attendant, ça défend pas terrible dans l'axe. Ok, très bien. On verra après, on en reparlera en plus du PSG, Je voulais évidemment. juste rajouter une vas-y. chose qui, par contre, moi, m'a frappé hier par rapport à ce match de Montpellier. C'est moi, je me suis fait la réflexion, ce 2-2 à la mi-temps, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler pour notamment le Barça à venir, les quarts de finale de Ligue des Champions à venir, mais c'est vrai que c'est le genre de match, l'année dernière avec Galtier, il aurait peut-être perdu ce match-là. Et pareil pour les autres années, c'est-à-dire ce genre de match où on a l'impression que Paris est face à une équipe un peu besogneuse, une équipe qui vraiment tente des choses, même si elle est inférieure techniquement, et que bon, après, physiquement, ça pioche, mais Paris, sous l'ère Qatari, a perdu pas mal de matchs comme ça, et je trouve que hier, cette faculté à accélérer à un moment donné pour carrément tuer l'adversaire. J'ai trouvé ça, moi, impressionnant. Et j'ai trouvé un côté Pat Luis Enrique, Pat grand club, c'est-à-dire quand il faut tuer le match, on le tue. Et je me dis, c'est le genre d'état d'esprit qui est idéal, même si l'adversaire ne sera pas le même, évidemment, entre le Barça et Montpellier. Mais c'est l'état d'esprit qui m'a plu. Ce côté, dès qu'on peut en marquer un de plus, on en marque un de plus. Bon, bah, à l'arrivée, score de tennis 6-2, et bon, on n'a pas tout le temps vu ça sous l'ère Qatari. Et je trouve que ça, c'est à souligner. Et peut-être qu'on y reviendra. Mais, On n'a pas souvent vu ça non plus cette saison, après. non, non, cette saison non plus, mais ça a souligné. Mais je trouve qu'il y a un côté, et c'est là où j'ai l'impression, après, on verra, c'est l'avenir qui nous le dira, mais j'ai l'impression que Luis Enrique, c'est un petit peu au petit trot en début de saison. Il dit on va être prêt en mars. Et j'ai vraiment l'impression que ça se vérifie en fait jusqu'à présent. Et je trouve que je ne serais pas surpris après que contre le Barça, ils accélèrent et que moi, je trouve qu'ils ont une trajectoire intéressante. Et voilà, c'est le seul truc, il ne faut pas que ce club se repose sur ses lauriers à chaque fois. Il faut continuer à travailler, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ok. Bah écoutez, très bien. On verra ça. On verra si ça se vérifie, c'est clair. Écoute, on passe à Greg. Greg, c'est quoi ton flop de la semaine à toi? Alors moi, mon flop, ça tombe bien que Nico ait employé le mot modestie, parce que moi, c'est Marcelino. Parce que alors, je suis pas de base, hein, mais flop, je suis quand même assez calme, tout ça. Comment? Bon, David a un problème. Non? Je sais pas, je crois que peut-être qu'il nous entend pas, je sais pas trop. Ah, donc moi, c'est donc Marcelino, parce que je trouve que le mot modestie résume parfaitement ça, parce que alors j'avais rien contre le personnage, je connaissais pas énormément tout ça. Je suis pour l'OL, hein, je suis pas supporter de Marseille. Mais je trouve que son attitude, elle est sincèrement déplorable. Franchement, ses déclarations, je trouve que c'est vraiment pour moi un mauvais personnage du football. Voilà. Le mot modestie, il faudrait lui apprendre ce que c'est. J'ai bien aimé donc sa déclaration à la fin du match que j'ai retenue, donc je vais vous la lire. Donc c'est après la victoire 3-1 de Villarreal jeudi. Il déclare donc
Je Ben, suis je vais me très, reconnecter parce que moi, j'ai plus Greg. je suis Ah, très fier. Je peux continuer? attends, oui, non, David, juste. Pas de souci. Alors, David ne te recevait plus, donc Ok. pareil, il revient. Ok, super. Donc, je suis très fier, mais aussi reconnaissant envers mes joueurs. Donc, bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Nous avons assisté à un grand spectacle. Oui, voilà. Pas beaucoup d'ambition, le garçon. Aujourd'hui, il y avait une équipe qui était bien supérieure à l'autre et qui, en termes de football, a écrasé son adversaire. Sur les deux matchs, je pense que nous méritions de passer. Voilà. Donc, j'ai envie de lui dire qu'il soit modeste parce qu'au final, sur les deux matchs, tu perds 7 buts à 3. Faudrait peut-être aussi lui expliquer que moi, je veux bien, mais je pense pas que quand tu gagnes un match 4-0 et un match 1-0, tu le gères de la meilleure des manières. Voilà, surtout que Marseille ou les équipes françaises aiment bien se faire peur. Et puis j'ai détesté aussi son attitude avec Harit, qui allait le voir, a voulu lui serrer la main et l'a repoussé. Donc je trouve ça vraiment déplorable, franchement. Et je trouve ça dommage parce que franchement, ça limite, il nous a limite plus fait pitié qu'autre chose. Voilà, moi je suis désolé, je déteste cette attitude-là. Et donc c'est mon flop parce que tout simplement, voilà, pour moi c'est lui qui a perdu ce match. C'est bien fait pour lui. Et tout simplement, voilà. Et juste, alors ça c'est un autre débat, mais je trouve que les entraîneurs espagnols sont quand même assez imbus de leur personne, que ce soit Luis Enrique qui est quand même très particulier. Guardiola, bon, on le connaît, lui à la limite, c'est pas dérangeant parce qu'il a quand même un palmarès, c'est quelqu'un. Mais voilà, Marcelino, Luis Enrique, bon, c'est quand même des entraîneurs assez imbus de leur personne. Et il faudrait peut-être qu'ils redescendent un petit peu parce que, bah voilà, notamment Marcelino, il a absolument rien fait. Et au bout d'un moment, Et ce il a que tu dis fait. me fait penser à une petite anecdote qui s'est produite la semaine dernière. Ils ont demandé à Carlo Ancelotti euh, ce qu'il pensait de la comparaison entre la Première Ligue et la Liga. Et Carlo Ancelotti a dit la Liga est beaucoup plus technique que la Première Ligue. Et Luis Enrique, dans la même semaine, a déclaré moi, avant d'arriver en Ligue 1, j'étais persuadé que la Ligue 1 était super facile et je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, c'est vrai que les entraîneurs espagnols ont comme ça cette croyance d'être détenteurs d'une vérité supérieure. Alors, Ancelotti est italien, mais ce que je veux dire, c'est le football espagnol imprègne comme ça d'une espèce de complexe de supériorité les entraîneurs qui la pratiquent. Mais non, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, moi, je suis pas cru de base, mais franchement, je déteste cette attitude parce que je trouve qu'il y a un manque de respect. Enfin, que Villarreal était supérieur sur ce match retour, il n'y a pas de souci, on l'a tous vu. Mais au bout d'un moment, tu perds le match, sois honnête, dis que tu as totalement raté ton match aller. En plus, c'est en partie de ta faute parce que je suis désolé, je ne suis pas entraîneur, je n'ai pas les diplômes, mais moi, j'aurais mis 100 fois Alexander Sorloth titulaire au match aller. Hein. Il met 3 buts, voilà. Ouais, non, Donc c'est au bout fort. d'un moment, sois honnête, sois respectueux et c'est tout, voilà. Tout Surtout simplement. qu'on a vu au match aller, en fait, Sorloth leur a manqué terriblement parce que c'est un joueur de pivot. Et les joueurs de pivot, encore une fois, on ne triche pas avec le football. Si à un moment donné, vous ne jouez avec aucun numéro 9, vous allez avoir des difficultés. Donc, Ouais. je pense que quand vous ne mettez pas de numéro 9, vous voulez faire des fantaisies. Guardiola, il a fait ça un jour, je ne sais pas si tu te souviens, Greg, Man City contre Lyon. Il avait mis, je crois, Fabien Delph sur le banc, alors que c'était un taulier dans l'équipe. Il lui permettait d'avoir une stabilité au milieu de terrain. Il s'en était mordu les doigts, puisqu'en plus, Lyon était passé ensuite et il avait changé sa tactique à la mi-temps. J'ai l'impression comme ça que les entraîneurs, des fois, veulent faire des coups tactiques et se passer de leur meilleur joueur sur l'autre. De loin, c'est leur meilleur joueur, avec Dani Parejo et Gérard Moreno, ouais, bien Gérard sûr. Moreno. Voilà, ce sont vraiment de loin les trois meilleurs joueurs de cette équipe. Bon, ben, les trois n'étaient pas sur le terrain au début du match. Donc, à un moment donné, on se pose la question. Et pour rebondir sur ce que tu dis aussi, Greg, Marcelino, je pense qu'il y a un contentieux. On ne nous a pas tout dit par rapport à l'OM. Je suis Ce qui d'accord. s'est passé, il y a eu des choses. Et malheureusement, alors je ne sais pas si on saura un jour, mais quand on est comme ça, aussi aigri, parce que moi j'ai pris ça comme de l'amertume, de le fait Et d'être aigri, totalement, comme on dit, il a le seum total, hein, c'est tout, voilà. je pense qu'il y a eu quelque chose à l'OM. Et je pense aussi qu'il sait très bien que l'échec contre le Panathinaikos, c'est son échec. Bien Et sûr. qu'à la fin,
Ils se targuaient de faire une belle préparation en Allemagne, etc. Tout est serein, tout va bien dans le meilleur des mondes. On arrive contre le Panathinaikos et puis on a un déficit physique, pardon. Ce que Gattuso avait remarqué d'ailleurs, qu'on avait un gros déficit au niveau physique. Donc je pense que Marcelino a failli sur beaucoup de plans et je pense que c'est un échec dont il a du mal à se remettre encore aujourd'hui. D'où ces déclarations que j'ai trouvées pathétiques également. Je suis d'accord. Mais c'est son attitude. Après, on arrête parce qu'on peut en parler 10 ans, mais c'est vraiment son attitude, moi, qui, par exemple, alors Harit l'a peut-être provoqué, j'en sais rien, mais ne pas le repousser. Enfin, voilà, sois beau joueur, tu as perdu, tu as pris 7-3 sur l'ensemble des 2 matchs, donc tu ne vas pas écraser ton adversaire. Je suis désolé. Et sois beau joueur, voilà, c'est tout. Très bien. Ouais. Ok, non, c'est bien de mentionner ce genre d'attitude. C'est vrai que c'était pas ouf, c'était pas glorieux de sa part à Marcelino, c'est clair. Moi, je change un peu de sport. On va aller sur le basket. Parce que cette semaine, alors, on va ressentir, je pense, tout le somme d'une personne qui se lève à 4 heures du matin pour voir un match de basket bah voilà, un Lakers Golden State. Donc, voilà, pour remettre un peu dans le contexte, c'était dans la nuit, si je ne me trompe pas, de vendredi à samedi, je crois. Dans la nuit, donc de vendredi à samedi, il y avait un magnifique Golden State contre les Lakers. Et évidemment, bah voilà, une bataille pour le play-in, un match qui compte, évidemment un match entre, bah voilà, c'est LeBron James d'un côté, Stephen Curry de l'autre. Tu as envie d'être devant, évidemment, et une fois que tu es devant, et t'assistes à un scandale arbitral comme j'ai rarement vu parce qu'il y en a beaucoup, mais franchement, c'est horrible. Ils ont gâché les arbitres ont gâché le match, sincèrement. Ils ont gâché le match et ils m'ont gâché. Bah, allez, c'est mon petit plaisir à moi, mais ils m'ont gâché le plaisir du match. Encore une fois, voilà, es là, tu te fais, voilà, c'est des horaires pas commodes, hein, des matchs de, comment dire, de l'Ouest. C'est des horaires pas commodes. Voilà, tu fais une petite sieste avant. Histoire d'être un peu prêt pour te réveiller à 4 heures, mettre le réveil à 4 heures, ça pique un peu. Et en fait, non, c'était horrible. C'était horrible. Il y a eu donc bref, il y a eu de tout. Il y a eu des. En fait, voilà, la confusion, et moi, le plus gros, ce qui m'a le plus gâché, c'était la fin du match. La fin du match, donc il y a eu un 3 points refusé à LeBron James. Bon, il avait le pied sur la ligne de touche. Donc, voilà, bref, le 3 points a été refusé. Dans la foulée, Golden State a eu une possession de 40 secondes parce qu'il y a eu un bug. Il y a eu un bug d'affichage et tout. Golden State a une possession de 40 secondes. Bref, très, très étrange. Et ensuite, donc, il y a eu tout un enchaînement. Donc, voilà, pour revoir tout ça, pour plein de reviews d'arbitres, etc. Il y a eu 15 secondes de jeu. Donc, on a eu le droit à 15 secondes de jeu en 16 minutes de temps réel. Donc, en 16 minutes de temps réel, donc voilà, le temps qui passe, et tu as eu 15 secondes de jeu. Mais c'était honteux. C'était honteux. Et voilà, c'est là, tu es devant le match, tu comprends pas en plus ce qui se passe. Et tout ça, parce que, voilà, en plus, il n'était pas retranscrit sur Bein, donc c'était des commentaires en anglais, etc. Voilà. Mais c'était vraiment, vraiment étrange. Et le match se termine, il me semble, sur alors attendez, je vais retrouver le score exact, comme ça, moi, je ne dis pas de bêtises. 121 pour les Lakers, 128 pour Golden State. La victoire de Golden State, mais la fin du match était complètement gâchée. Et c'est pas du tout une bonne publicité dans une affiche aussi énorme, pas du tout une bonne publicité pour les arbitres déjà que quand tu regardes un match NBA en direct, tu tapes 50 000 coupures, dont les coupures dans les temps morts télé de 7 minutes en première mi-temps, c'est incroyable. Oui, on est habitué aux fins de match. Voilà, la fin de match, c'est lancer franc, faute. Enfin, voilà, quand c'est un match serré, c'est lancer franc, faute, temps mort, on remonte le ballon, hop, refaute, sur la ligne des lancers francs. Bon, bref, on a l'habitude de tout ça. C'est pas, encore une fois, ça, c'est comme ça, c'est le basket, c'est comme ça. Mais là, franchement, c'est vraiment les arbitres qui ont gâché le match. Ils ont gâché le match. C'est même pas, franchement, il y a eu plein de débats concernant les arbitres et comment les améliorer. Il y a eu pas mal de trucs là. Il y a eu une annonce d'Adam Silver, bref, pour favoriser l'attaque, etc. Bref, je sais pas comment on peut améliorer tout ça. Est-ce que l'attribution, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que l'attribution, par exemple,
d'un titre d'arbitre de l'année pourrait changer quelque chose. Je sais pas, moi je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que le fait d'avoir un trophée comme ça en fin d'année, je veux dire, les joueurs ont un trophée, les arbitres font partie du jeu. Ça doit exister, hein. Le trophée de meilleur arbitre de l'année doit exister. Bah, moi, je le connais. Bah, en tout cas, officiel, il n'y est pas. Officiellement, il n'y est pas. En tout cas, les arbitres NBA, en général, ils sont très, 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 très bons. Après, il peut arriver effectivement des concours de circonstances comme ça. Ok. Après, depuis quelques années, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué parce que depuis qu'on a mis cette vidéo en place, je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits soucis. Donc peut-être que ça joue, je ne sais pas du tout. Bon, bref, à voir ce qu'ils vont. En tout cas, si ce que tu viens d'annoncer, à savoir qu'ils veulent favoriser l'attaque se produit, c'est une catastrophe. Favoriser la défense, je suis désolé. L'attaque est favorisée et du coup, ils veulent un peu rééquilibrer par justement, du coup, Après, s'il y a eu beaucoup de problèmes, je pense qu'en fin de saison, il y aura des réunions entre les general managers, la ligue, tout ça. Je pense que ça, voilà. Comme un peu on avait eu en Ligue 1 un moment, je vous souvenez, où il y avait une période où ça distribuait les cartons rouges à tout va. Et depuis, ça s'est calmé. Donc, bon, je pense que ça sera équilibré. Voilà, en tout cas, bref, c'était mon petit flop de la semaine. En tout cas, tu parles de découpures et tout ça. Par contre, on a eu moins l'impression qu'il y a des coupures dans le match entre Dallas et Denver. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Ça a été un gros suspense, un peu un mano à mano. Et au final, Dallas qui a arraché la victoire à la fin. C'était vraiment un gros match. Hein. Arraché, c'est le bon mot. Je ne sais pas si vous avez vu le panier. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, le panier de Kyrie Irving, c'est même pas qu'il vaut le coup d'œil, c'est que j'ai jamais vu ça. Dans ma carrière de fan. Vous pouvez le voir là sur le site de la NBA, il est énorme. Hein. Voilà, c'est facile, je n'ai jamais vu ça. Il a fait un run. Nikola Jokic, quand même. Sur Nico. En plus, mais c'était sur lui, c'était le premier défenseur. C'est le pote de Ruben. Il a fait un run hook d'un joueur d'1m90 qui lance le ballon comme ça et qui pixel, voilà, magnifique. Il y a eu encore un festival Doncic qui... C'est vrai, mais voilà évidemment, buzzer beater, game winner. Bref, il y a aussi Damian Lillard avec les Bucks là, qui a fait un gros match aussi, qui a mis 31 points. Ah oui, une espèce de bras roulé. Sur un hook, totalement hook. Il était incroyable. Non, c'était sur Jokic. Bref, non, c'est magnifique, franchement. Un joueur comme ça, un joueur aussi petit, entre guillemets, c'est un geste de grand. Hein. Les hooks, comme ça, c'est un geste de grand. Et qu'un joueur d'1m90 fasse ce geste. C'est marrant qu'il donne le ballon à Kyrie Irving et pas à Doncic sur mais il était bien défendu. C'était une remise en jeu. Il était très bien défendu. Donc, non, c'était... Franchement, non. Bref. En tout cas. Puis bon, quand tu as deux stars comme ça, tu peux quand même te permettre de donner le ballon à une des deux. Il n'y aura pas de souci. Bien sûr. C'est ça. Ok, écoutez, passons au top, parce qu'on a fait très très long, donc on passe au top. On est déjà à 30 minutes à rien sur les flops, donc allez, enchaînons et passons au top de la semaine, parce que encore une fois, après on a une longue émission derrière, donc voilà. Passons. Allez, Nico, c'est quoi ton top à toi de la semaine? Robert Lewandowski, festival hier, un but, 2 passes décisives. Premier but contre l'Atlético, beau mouvement initié par Gundogan et Lewandowski côté gauche qui passe à Joao Félix, superbe but collectif. Deuxième but, superbe aussi, une passe décisive sur le troisième. Donc voilà. Dans un match à sens unique. Ouais, et puis alors je pense que l'Atlético manquait probablement de fraîcheur. Faut pas oublier qu'ils avaient ils sont qualifiés au tir au but contre l'Inter. Et puis ils ont pas mal d'absents aussi, hein, l'Atlético là ces derniers. Aussi. Et d'ailleurs, Griezmann est incertain pour le rassemblement de l'équipe de France. Ouais. Et j'ai trouvé le Barça assez impérial et je trouve que Lewandowski revient bien en forme au bon moment pour le Barça. Mauvaise nouvelle pour la défense de Paris. C'est ça. Mais vraiment, Joao Félix qui continue sur sa lancée, hein, qui est toujours bon cette saison. Et Lewandowski qui a marqué les autres. Bien sûr. Je trouve que voilà, on lui est un peu tombé dessus en début de saison parce qu'il ne marquait pas trop. Il a eu une petite série noire où il ne marquait pas trop en novembre-décembre, il a eu un petit creux. Mais là, vraiment, il revient très fort. Et moi, perso, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le football. C'est un super joueur.
voilà, qui aurait dû, selon moi, avoir le ballon d'or en 2020, mais voilà, qui revient en forme. Et hier, il a été monstrueux pour le Barça, donc bravo à lui. Et donc, belle victoire du Barça 3-0 sur le pelouse de l'Atlético. Donc c'est bon. Exact. Le Barça qui passe d'ailleurs par la même occasion devant Gérone. Devant Gérone qui a perdu à Getafe, je crois, 1-0. Exactement. C'est Et ça. juste petit truc sur Joao Félix, il a marqué contre l'Atlético, donc son club, à l'aller et au retour. Donc, Et oui, il aime bien les affronter. Voilà, son ancien toujours club. Enfin, bref. Et lui, il célèbre. Hein. Lui, il célèbre ses buts. Bah, j'ai vu j'avais entendu qu'on lui avait brûlé son maillot dans les tribunes Ouais. avant le match, donc ça l'a motivé encore plus. Ça l'a motivé. Ouais. Bon, passons à David. David, c'est quoi ton top à toi? Alors, mon top, c'est tout simplement le tirage au sort de la Ligue des Champions que je trouve sympa. Je trouve sympa le tirage que nous ont réservé les petites boules. Donc, on rappelle, hein, Barça PSG qui jouera en 2000 contre le vainqueur de Dortmund Atlético, et de l'autre côté du tableau, Manchester City Real Madrid, la superbe affiche, qui jouera contre le vainqueur de Bayern Arsenal, très belle affiche aussi. Donc c'est un tirage que je trouve sympa d'abord parce que toutes les affiches sont sympas à voir, premièrement, et deuxièmement parce que ça laisse une chance au PSG. Donc je pense que le Barça, évidemment, là il sort un super match hier soir contre l'Atlético, mais ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu jouer le Barça aussi bien. Alors le Barça revient bien, pas de chance pour le PSG, c'est probablement la meilleure période du Barça depuis 2 ans, mais ça reste une équipe prenable. Hein. Ça fait quand même 2 ans que le Barça joue mal. Ça reste une équipe prenable. Ça va être très difficile, mais c'est faisable. Et surtout, si jamais le PSG arrive à éliminer le Barça en quart, il se retrouve contre le vainqueur de Dortmund Atlético. Et là, quelle que soit l'équipe qui sortira de Barça PSG sera favorite face à l'équipe qui sortira de Dortmund Atlético, sans aucun doute. Et donc, ça ressemble à une autoroute En plus, David, pour préciser, le retour sera au parc, si jamais ça joue. Donc ça aussi, c'est un avantage non négligeable. Exactement. Donc pour la demi-finale, tu parles, parce que je crois que pour la demi-finale, oui. Pour la demi-finale, oui. Non, enfin, pour le quart, c'est au Montjuïc le retour. En tout cas, mais le vainqueur de ce si le PSG élimine le Barça, il récupère son statut de tête de série pour la demi-finale. Donc ça ressemble à une autoroute, c'est un bien gros, mais ça ressemble à une voie faisable jusqu'en finale. Et donc ça, ce serait vraiment évidemment extraordinaire pour le PSG que la dernière année de Kylian Mbappé, le PSG arrive en finale. Et évidemment, après en finale, tout est possible, c'est un seul match. Ce qui est difficile, c'est d'arriver en finale. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce tirage au sort. Voilà. Ok. Pour toutes ces raisons. On comprend. Pareil, Greg, c'est quoi ton top à toi? Alors moi, c'est très hispanique aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais prouver que j'aime bien. Enfin, j'ai rien contre les Espagnols. Voilà. C'est Carlos Alcaraz. Voilà. Donc bravo Carlitos, comme on le surnomme, qui a remporté donc le Masters 1000 d'Indian Wells en battant donc notamment Jannik Sinner en demi-finale et Daniil Medvedev en finale. Voilà, on a retrouvé un Alcaraz qui était un petit peu en dedans. Il avait un petit peu des soucis ces derniers temps. Et là, on l'a retrouvé vraiment pratiquement, je pense, à son meilleur niveau, incroyable. Voilà, c'est un génie, on le sait tous. J'avais quelques stats. Palmarès de Alcaraz à 20 ans, 13 titres, 2 grands chelems, 1 Masters 1000 et il a déjà été numéro 1 mondial. Voilà. À titre de comparaison, par exemple, pour Nadal, c'est 18 titres. Pour Djokovic, c'était 9 titres. Pour Federer, c'était 3. Et par exemple, pour Nadal, c'était 2 grands chelems, Djokovic 1 et Federer 0. Voilà. Donc ça montre que ce garçon-là, en début de carrière, est dans le moule des grands champions. Maintenant, il va falloir qu'il continue, il va falloir qu'il ne soit pas trop gêné par les blessures. Mais en tout cas, on a un phénomène en puissance. Et puis, aussi, il y a Jannik Sinner et Daniil Medvedev qui vont, je pense, être poussés aussi par ce phénomène. Donc le tennis, en tout cas en termes de niveau, a de beaux jours devant lui. Et de côté féminin, c'est Swiatek qui a... C'est ça, c'est Swiatek qui a gagné, elle aussi, incroyable, elle marche sur l'eau. Elle a mis 6-4, 6-0 à Sakkari en finale. Une Grecque qui était top 10, qui revient bien, qui a eu aussi du mal. Voilà, et elle aussi, Swiatek, elle marche sur l'eau, c'est incroyable. On a eu un commentaire sur YouTube de quelqu'un
André Hein, j'espère que j'écorche pas son pseudo, qui nous explique qu'il réagissait au top de David en disant que voilà, le tirage, il parlait de façon plus globale, mais il est très intéressant pour les clubs français. Vous êtes d'accord sur ce côté-là, que c'est très bien pour l'OM et pour LOSC? On va Ouais, développer juste après tout en entier, mais LOSC comme est... j'aimerais y revenir, je voulais pas ajouter ce point-là, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire que le tirage de Marseille est super sympa. Benfica, Marseille, c'est une superbe affiche. J'ai envie de voir ce La match. demi, elle est moins sympa, par contre. Mais chaque chose en son temps, Nico. C'est vrai. Je pense que si tu bats Benfica, ce sera une saison réussie pour moi. C'est pas Oui, mal, non, ouais. non. Alors Ah, moi, ça j'allais dépend. dire, Il faudra aller en Europe en championnat. rien que pour moi, une demi-finale d'Europa League, déjà, vu le contexte, vu tous les entraîneurs qu'il y a eu, etc., ce serait déjà une très belle performance. Un, pour l'indice UEFA de la France, et deux, pour l'OM, le fait d'aller encore une fois faire une autre demi-finale européenne. Mais bon, il y a l'obstacle Benfica qui va pas être facile à passer. Pour moi, je vois ça comme plutôt du 50-50. Je peux pas m'empêcher de penser que Benfica, c'est pas imbattable. Ça, ils ont pris 5-0 à Porto, qui n'est pas non plus un ogre. Enfin voilà, Porto a donné du fil à retordre d'Arsenal, mais bon, c'était pas un grand Arsenal non plus. Et je trouve que cette équipe de Benfica, souvenez-vous Toulouse, qui a quand même aussi deux fois failli aller perdre dans les arrêts de jeu contre eux sur 2 pénaltys de Di Maria. Au retour au stadium, je pense qu'ils ont d'énormes regrets. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Ruben, mais je pense que cette équipe de Benfica, J'allais dire qu'on en reparlera et on en reparlera un après. tout petit peu juste après de OM Benfica, parce que voilà, c'est le tirage au sort. On en reparlera un peu, je donnerai c'est vrai que c'est sympa. mon avis après. C'est vrai que voilà, il y a des circonstances, c'est vrai qu'il faudra retenir, etc. Mais non, c'est clairement pas imprenable. C'est plus compliqué, je trouve, même pour le LOSC, d'avoir pris Aston Villa direct. Ouais, mais l'affiche est sympa. On va se régaler à les voir. Et puis moi, je préfère prendre Aston Villa sur un match aller-retour que sur une finale, tu vois, à choisir. Ce sera une finale avant l'heure entre le LOSC et Aston Villa. Et tu prends le match, tu as 2 matchs pour les battre, et comme ça, on verra bien qui est le meilleur, quoi. Tu vois, moi, c'est l'inverse. J'aurais préféré les prendre en finale sur un match, parce que tu vois, sur un match, ils avaient fait, genre Aston Villa a fait 0-0 contre l'Ajax. C'est un exemple, tu vois. Mais genre à la maison, ils sont durs à battre, hein. Franchement, Ouais, bon, mais oui, non, je suis d'accord. Ouais, mais n'oublions pas, Aston Villa, alors certes, ils sont 4e de première ligue, ils ont pris des cartons aussi cette année, hein. Je crois à Tottenham, ils ont pris 0. Donc, c'est pas une équipe qui est imprenable, hein. Non, ils sont en forme, mais je pense que jouer l'Europe, ça les fatigue quand même pas mal aussi. Et je trouve que Lille a vraiment des arguments à faire valoir aussi. Un excellent entraîneur, parce que Fonseca, c'est très fort tactiquement. Donc je pense qu'il n'a rien envie à Unai Emery. Et je me dis pas. Alors, ça aurait été mieux de prendre Victoria Pilsen ou. Ouais, mais après, de toute façon, il aurait fallu jouer Aston Villa à un moment donné. Moi, je préfère le jouer maintenant qu'en finale, parce que de toute façon, c'est une finale avant l'heure. Le vainqueur de ce match-là, il sera favori pour aller au bout, et voilà. La Fiorentina, parce qu'il y a la Fiorentina aussi qui est dans l'autre partie de tableau. Ouais, la Fiorentina, éventuellement, un outsider. Mais Fenerbahçe. Non, mais il y a encore. Il y en a. Fenerbahçe, mais bon. Quelques petites affiches. Non, mais ça va être sympa encore. Ça va être sympa à regarder, en tout cas. Même la Ligue Europa Conférence, il y aura des trucs sympas à regarder. Ok. Bah, moi, alors juste, voilà, je finis par mon top à moi. Mon top à moi, c'est juste Kevin Gamero. J'avais envie de le mentionner. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec Strasbourg, avec Vieira. Bref, c'est plus vraiment un secret tellement je les ai mis dans les flops cette année. Mais du coup, justement, quand il y a quelque chose de très bien qui se passe, j'avais envie de le mentionner. Voilà. Donc, buteur contre Nantes dans la victoire de Strasbourg, 3-1 samedi. Kevin Gamero, voilà, a inscrit son 100e but en Ligue 1, et c'est pas rien. Ils sont que 4, je crois, toujours en activité, parce qu'il y a Mbappé, Ben Yedder, Lacazette. Et dans le lot, bref, il doit y en avoir d'autres encore. Enfin, je crois qu'il me semble qu'il y a en tout cas en Ligue 1, en activité qui joue du coup encore en Ligue 1, il y en a que 3, il y en a que 4 du coup maintenant. Et donc Kevin Gamero fait partie des 4 autres, avec des joueurs comme Ben Yedder, Lacazette ou Mbappé qui sont, voilà, on va dire. Alors qu'il a joué à l'étranger, Gamero, c'est ça qu'il faut signifier. Et oui, il a joué en Espagne et il a marqué plus de buts en Ligue 1 qu'en Espagne. Donc, alors qu'on se rappelle beaucoup de son passage à Séville, etc. C'est vrai. Donc,
Donc voilà, j'avais envie de le mentionner. En plus, dans la série donc, de 100 buts, il a marqué que 6 pénaltys. Et c'est pour un buteur, quand même. Voilà, il a marqué que dans le lot, dans le lot des 100 buts, il n'y a que 6 pénaltys. Donc, il ne réalise pas la meilleure des saisons. Gamero, il n'avait pas marqué d'ailleurs depuis le 17 décembre dernier. Mais, il n'est pas dans des équipes faciles où il est facile de marquer des buts aussi. C'est ça. Il n'est pas non plus, je crois, titulaire vraiment indiscutable. Il tourne aussi. Je pense qu'on lui fait comprendre gentiment qu'il n'est pas vraiment dans le projet Strasbourg. Donc, de toute façon, je crois qu'il est en fin de contrat et ils ne le prolongeront pas. Hein, ça a été acté. Donc, voilà. Donc voilà. Mais j'avais envie de le mentionner, de mentionner cette. Ouais, non,